Bonjour à toutes. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Chloé Lantier, experte en biomécanique et en physiologie de l'exercice, entraîneur et auteur du livre Trail, les clés pour performer sans se blesser. Aujourd'hui, dans cet épisode, on va parler des blessures les plus courantes en trail, mais surtout des stratégies pour les éviter. Renforcement musculaire, entraînement spécifique, récupération. Chloé va nous livrer ses précieux conseils pour performer et ne pas se blesser. Bienvenue Chloé. Est-ce que tu veux bien te présenter pour celles qui ne te connaîtraient pas encore? Oui, merci bien, premièrement, de m'avoir sur ton podcast. Moi, je suis canadienne, j'ai grandi à Montréal. Après ça, je suis déménagée dans l'Ouest canadien pour mes études et ça fait maintenant 10 ans que j'habite, à Chamonix, en France, à temps plein. Quelle chance. Et est-ce que tu peux nous expliquer un peu ton parcours en tant que sportive? Ben, moi, j'ai commencé à faire du sport très jeune. J'ai toujours été sportive et très active. En course à pied, j'ai commencé avec de la piste. Je faisais du 800, du 1500 mètres et du cross-country. J'ai fait ça toute mon adolescence. Je jouais aussi à des sports collectifs. Je faisais du ski de fond, je jouais au handball, je faisais de la natation. Et quand j'ai déménagé dans l'Ouest canadien, c'est là que j'ai découvert les montagnes. Fait que je suis devenue plutôt une athlète de montagne, beaucoup de ski alpinisme, de VTT, puis c'est là que j'ai débuté à faire du trail de longue distance, puis c'est là aussi où que j'ai commencé à faire de la compétition internationale, toujours en parallèle avec le VTT puis, le trail de montagne. Puis au même moment, j'étudiais en physiologie de l'exercice. Après ça, j'ai fait une maîtrise en biomécanique et performance humaine. Donc il y a toujours eu un parallèle entre ma vie d'athlète et ma vie professionnelle et ma vie étudiante. Donc j'avais une passion pour les 2 dès le début, mais j'avais pas nécessairement décider ce que j'étais pour faire plus tard, c'est venu au fur des années. Ouais, je comprends et qu'est-ce qui a fait que tu t'es intéressée particulièrement à la biomécanique et à la physiologie de l'exercice? Est-ce que c'est quelque chose qui est venu au fur et à mesure ou, dès le départ, tu avais ça en tête? Mais moi, j'ai toujours été passionnée du corps humain. Donc, premièrement, j'ai fait, un bachelor, comme on dit en anglais, en exercice de la physiologie de l'exercice en sciences de la physiologie de l'exercice parce que je voulais explorer plus le corps humain et c'est là que j'ai vu que ça m'intéressait beaucoup, mais plutôt le côté pratique. Donc c'est pour ça aussi après quand j'ai fait ma maîtrise en biomécanique et performance humaine, c'était beaucoup au niveau, l'importance de la biomécanique pour la physiologie et pour aussi la prévention de blessures et diagnostiquer les blessures et j'ai fait beaucoup de travail à ce niveau-là. Puis c'est là que j'ai découvert que je voulais vraiment je voulais être consultante et créer mon métier. Oui, donc tu es aussi entraîneur, tu es auteur du coup, j'ai cité un de tes livres, c'est celui-là, mais il y en a aussi un autre qui s'appelle «Sans limite», qui est juste derrière d'ailleurs dans ma bibliothèque, que j'aime beaucoup aussi. Est-ce que tu peux nous parler de ton travail là actuel, et de ce qui te motive? Oui, ben mon travail actuel, je suis entraîneur professionnel, mais c'est pas ça que je fais à temps plein. Au niveau du travail, comme je disais plus tôt, je suis consultante en en haute performance de la science, en physiologie de l'exercice, en biomécanique et en diagnostic de blessures. Donc, j'enseigne beaucoup en clinique orthopédie qui sont spécialisées en sport. Je travaille aussi à la NASA, au, programme spatial. Je fais de la recherche sur, la physiologie humaine. Et je travaille beaucoup également avec des équipes professionnelles, des athlètes. Souvent, je suis convoquée pour trouver des solutions à des problèmes, soit au niveau immunitaire, déclencher de la physiologie, de la performance et m'occuper de blessures. Donc, j'ai un pied un peu dans tout. Puis à Chamonix, ça s'appelle Chamonix Mountain Endurance Academy. C'est tous mes programmes que j'offre pour, les trailers, les passionnés de la montagne, hiver et été. J'offre des stages et je fais des entraînements, par bloc certains mois de l'année ici à Chamonix. Ah, c'est impressionnant le nombre de choses que tu fais, c'est vraiment chouette. Bah, on va parler donc là vraiment plus spécifiquement des blessures en trail. Est-ce que, toi déjà tu as constaté qu'il y a un moment, disons de la la carrière du trailer, même s'il est complètement amateur, où, il va être plus blessé? Est-ce que c'est plus quand on débute ou quand on augmente, au fur et à mesure sa charge d'entraînement ou alors même quand on est plus expérimenté? Mais la réalité, c'est comme tous les blessures, ça vient avec une surcharge, une surutilisation. Donc s'il y a pas d'historique de blessure, souvent ça vient avec quelques mois d'entraînement, soit qu'on fait trop d'intensité ou trop de volume trop vite ou
qu'on néglige des douleurs, on néglige des déséquilibres musculo-squelettiques ou des douleurs antécédentes. Ouais, forcément et est-ce qu'il y a des blessures vraiment qu'on retrouve, de manière plus courante, chez les trailers et les traileuses? Oui, totalement. Comme presque tous les pathologies des genoux sont dues au décentre. Premièrement, la charge mécanique, due à la gravité et due à la force de descente, ouais, les genoux sont très affectés, sont très vulnérables, surtout quand les trailers ont beaucoup d'oscillations, de mouvements vertical et avec des grandes enjambées. C'est très difficile sur les genoux et souvent aussi, c'est une faiblesse des quadriceps et des mollets due à une faiblesse excentrique, à la contraction excentrique, qui est l'allongement du muscle. Concentrique, c'est la réduction c'est la réduction de la sollicitation musculaire, donc c'est beaucoup plus facile de se blesser en descente qu'en montée. Donc forcément pour un trailer, les descentes. Et est-ce qu'il y a des premiers signaux d'alerte qu'il faut vraiment pas négliger si on a l'impression qu'on est blessé, mais qu'on sait pas encore trop? Mais la réalité, c'est qu'on peut être blessé sans avoir de douleur, hein. Donc moi, je dis toujours: «Il faut prévenir avant d'attendre qu'on soit blessé». Souvent aussi, les blessures entre elles sont dues à une mauvaise mécanique de course et trop de volume à trop basse intensité ou trop de volume et trop d'intensité. Parce qu'une mauvaise mécanique, quand on s'entraîne 1, 2, 3, 4 heures, 10 heures, 15 heures par semaine et on fait des compètes de 21, 42, 70, 100 kilomètres, le volume accumule et la surcharge mécanique également. Donc, mais on parle pas beaucoup d'économie, on parle pas beaucoup de la priorité et l'avantage de travailler une bonne mécanique de course. Et il y a aussi très peu de coachs qui font du one-on-one, qui corrigent les mécaniques des gens parce que le online, l'entraînement en ligne est tellement populaire que souvent les entraîneurs travaillent pas directement avec les traîneurs. Ah ouais, forcément, ouais. Ouais, c'est vrai que là, ça devient beaucoup plus compliqué à travailler si on n'est pas, face à face. Et alors, est-ce que tu peux nous expliquer un peu plus le rôle que joue cette, technique de course dans la prévention des blessures? Oui, comme par exemple une cadence plus élevée, on passe moins de temps au sol et au niveau du genou et de la hanche, il y a moins de flexion. On sert aussi beaucoup plus de l'élasticité. On a beaucoup d'élasticité, c'est de l'énergie, qu'on emmagasine dans les tendons, qu'on a dans la colonne vertébrale, dans le tendon d'Achille et dans le tendon rotulien. Donc, ça nous donne une possibilité de jusque ça peut être jusqu'à 35 de retour énergétique, qui est pas sollicité par les muscles. Donc une meilleure mécanique donne plus d'économie, donc on sauve beaucoup au niveau de l'oxygénation musculaire. Donc c'est souvent on regarde les coureurs les marathoniens, on me dit: «Waouh, on dirait qu'ils sont en train de voler», tu sais? Comme on dit en anglais, «They look like they're flying». Et ça, c'est dû à une bonne mécanique de course. Malheureusement, vu que le trail, c'est un sport de plus de longue distance, souvent on néglige le fait que la cadence est importante. Mais la cadence, ça se travaille sur une courte durée, puis on continue d'améliorer notre cadence pour une plus grande distance, comme en montée, par exemple, faire des petits pas au lieu des grands pas, c'est beaucoup plus économique et on sauve beaucoup d'énergie. Ah ouais, c'est déjà une une super piste ça, la technique de course, effectivement, il y a pas mal de choses à améliorer. C'est vrai qu'on l'entend beaucoup plus sur sur des entraînements, par exemple sur piste ou ce genre de choses, mais moins en trail, donc c'est intéressant de le prendre en compte aussi. Et est-ce qu'il y a, d'autres erreurs comme ça qui sont très fréquentes, qui favorisent les blessures chez les trailers? Oui, comme par exemple en montée, vraiment se pencher vers les cuisses, tu sais, avoir beaucoup de flexion au niveau dorsal. Ça, c'est très dur sur la chaîne postérieure. La chaîne postérieure, c'est le bas du dos, c'est les fessiers, c'est les ischios, c'est les mollets, c'est même au niveau du pied. C'est visualiser votre chaîne postérieure au bord du précipice, donc c'est un peu la charge qu'on lui met et également la motricité du pied. Souvent les trailers, se roulent la cheville, mais c'est pas dû, à une faible cheville, c'est dû à une faible motricité du pied et de la force du bas de la jambe, comme par exemple les mollets, et l'avant-jambe et ça joue un grand rôle à la prévention de blessures et à la vitesse, parce que beaucoup du pouvoir et de la vitesse viennent du bas de la jambe et du pied en course à pied. Et est-ce que, il y a une méthode un peu du coup pour s'entraîner en y allant, progressivement, mais en progressant? Parce que là, tu nous as dit aussi qu'il y avait souvent trop de quelque chose, trop de volume ou trop d'intensité. Donc comment est-ce qu'on peut, si on est trailer amateur, essayer de gérer ça? Ben, le plus important, c'est la cohérence. Moi, je dis toujours, c'est mieux de courir plus de fois par semaine, mais d'avoir moins de volume à chaque fois que vous sortez.
Donc c'est mieux de courir, puis c'est mieux pour optimiser votre fitness et pour réduire le stress mécanique. Donc par exemple, s'entraîner 4 fois par semaine, 45 minutes, 4 fois par semaine, au lieu de 2 fois par semaine, 1 heure et demie et 1 heure, il va y avoir plus d'adaptation physiologique, ça va être mieux pour votre métabolisme et il y a beaucoup plus moins d'impact. Donc la cohérence est très importante. Souvent, on pense d'en faire plus en une sortie, mais ça ne vous aide pas nécessairement et avoir plus de sorties dans une semaine, vous apprenez aussi à récupérer plus rapidement et la récupération est très importante entre elles parce que c'est un sport qu'on demande beaucoup de récupération, la montée, la descente, le plat. Donc, vous êtes toujours en train de récupérer de ce qu'on vient de faire. Donc, déjà ça, c'est bon pour la spécificité. Ah ça, c'est d'être une erreur, super courante. C'est vrai que plein de gens s'entraînent moyennement la semaine, on va dire et par contre, du coup, ils veulent tout rattraper le week-end et c'est vrai que Ouais. oui, forcément, ça conduit à des blessures. On a besoin d'un stimuli qui est, au moins à toutes les 48 heures pour gagner la forme physique et si vous voulez améliorer votre vitesse, il faut s'entraîner minimum, ben, au moins 4 fois par semaine. Trois fois par semaine, c'est bien pour garder le fitness que vous avez, mais si vous voulez progresser, 4 fois par semaine, c'est beaucoup mieux. Ah ouais, super intéressant. On va parler maintenant du renforcement musculaire. Alors, sujet qui, souvent, fâche les trailers, enfin ou les coureurs en général qui ont pas hyper envie d'en faire. Mais tu vas nous expliquer pourquoi c'est si indispensable en trail? Le renforcement musculaire, premièrement, c'est très important pour tous les sportifs. Parce que faire un sport, on crée des déséquilibres, parce qu'on est toujours dans le même mouvement. Même si vous faites 2 ou 3 sports différents, c'est bon de renforcer votre musculature, mais au niveau individuel. Comme je disais plus tôt, on a tous des déséquilibres musculo-squelettiques. Il faut renforcer ces régions-là. Il faut renforcer nos chaînes cinétiques comme on en a besoin pour la course à pied. Comme par exemple, pour les montées, on a besoin de beaucoup de force musculaire dans le bas de la jambe et du pied. Donc, pour faire des levées de talons, pour faire, des levées de talons debout et assis, faire de levées de talons, mais seulement avec le gros orteil, comme est mentionné dans mon livre. Déjà ça va vous renforcer la chaîne musculaire postérieure du bas de la jambe pour être capable d'avoir plus de watts, plus de pouvoir à chaque foulée quand vous montez. Et pour les descentes, comme par exemple, les descentes sollicitent énormément les quadriceps et les mollets. Donc, faire du renforcement, mais avec comme des mini squats et des lunges et des mouvements vers l'avant, comme si vous faites des fentes alternées, mais plus rapides, comme ça simule l'impact de descente. Ça, c'est très important. C'est pas juste aller au squat et faire des poids très lourds. C'est pas ça le renforcement musculaire pour le trail et c'est pour ça que j'ai écrit mon premier livre parce que c'est incroyable les messages que je reçois, de semaine en semaine et mois après mois de personnes blessées, ils comprennent pas pourquoi et depuis que j'ai écrit mon premier livre, je donne tellement d'informations au niveau de l'importance de la mécanique et de l'importance du renforcement et de l'importance de comprendre ces déséquilibres et c'est pas non plus aller, au gym, 4 fois par semaine, passer 1 heure dans le gym. Vous pouvez faire ça à la maison, vous achetez des petits poids et avoir tout le matériel nécessaire à la maison et ça vous prend, tu sais, trois fois par semaine, 30 minutes déjà, c'est mieux que rien. Et ton livre, c'est vrai que c'est vraiment une bible, je le remontre, mais c'est vraiment une référence. Il y a plein d'exercices, et effectivement, on arrive à les faire, même chez soi, on n'avait pas besoin d'un matériel compliqué, ça, c'est top. Et quels vont être alors les principaux groupes musculaires? Tu en as déjà un petit peu parlé, mais pour refaire, bien une synthèse là-dessus, les principaux groupes musculaires prioritaires qui vont devoir être travaillés pour prévenir les blessures? Pour prévenir les blessures, premièrement, il faut regarder les blessures. Donc les blessures entre elles, c'est les chevilles, c'est les genoux, c'est les ischio-jambiers et c'est le bas du dos. Donc là, on a la chaîne antérieure et postérieure. Donc les exercices que je mets dans mon livre, c'est vraiment spécifique à ces régions-là. Donc ce qu'il faut renforcer, c'est, comme je disais, la motricité du pied. Plus vous avez de motricité, moins vous aurez la chance de rouler votre cheville. Il n'y a aucun muscle qui traverse la cheville, c'est tout des tendons et des ligaments. Donc quand on dit: «Ma cheville est faible», c'est que vous avez une faible motricité du pied. Donc, vous devez faire des exercices nu-pieds pour renforcer le pied et renforcer le bas de la jambe, les mollets. Au niveau de la chaîne postérieure, moi, ce que j'adore, c'est des rebonds d'énergie, des exercices dynamiques comme des sauts. Même sauter à la corde, ça renforce vos tendons. Nos tendons, c'est comme des tremplins. Donc, excusez-moi, des fois, j'ai de la misère à parler en français parce que je suis plutôt anglophone que même si je suis canadienne.
francophone. Tout mon travail presque est en anglais, mais on stocke de l'énergie de recul dans nos tendons et pour que nos tendons soient plus rigides et plus puissants, on doit les surcharger en sautant. Donc c'est pas en faisant du vélo que vous allez prévenir des blessures du tendon d'Achille et du tendon rotulien. Donc sauter à la corde 5 minutes avant de faire vos exercices, déjà ça va renforcer vos tendons qui sont un peu plus rigides et plus épais et ça va prévenir la tendinopathie du tendon rotulien, la tendinopathie du tendon d'Achille. Donc ça, c'est super important et on peut faire aussi, comme j'illustre dans mon livre, c'est des genoux pliés très rapidement. Donc c'est comme des demi-squats. Puis, la même chose avec les talons. Donc la baisse de talon très rapide, ça va renforcer, nos tendons. Et au niveau des ischios, c'est beaucoup d'élasticité. On parle énormément de flexibilité, dans le sport actuel, mais c'est très vieille école, surtout à l'ischio et le bas de la jambe, on a besoin d'élasticité. Un muscle a beaucoup, beaucoup de sang, adore la circulation, mais dans l'ischio, il y a énormément de fascia et le fascia, c'est un tissu qui est très dense, qui a tendance à un coup que vous commencez à courir, après 30 minutes et 40 minutes, il a tendance à amener de la rigidité aux faits musculaires et le l'ischio a tendance à se raccourcir. Donc la raison pourquoi vous sentez vos ischios tendus et peut-être un peu de sensation de douleur à la fin, d'un entraînement, c'est plutôt parce qu'il y a un manque d'élasticité. Donc dans mon livre, ce que je montre, c'est beaucoup d'exercices d'élasticité. Comme ça, vos ischios, après un entraînement, vont avoir tendance à revenir à leur longueur normale et plus vous faites ces exercices-là, plus vous allez avoir de longueur dans vos ischios. Donc, presque tous les blessures d'ischio-jambiers sont dues à un manque d'élasticité, à un raccourcissement. C'est pas que vos ischios sont faibles, c'est juste qu'ils sont très courts. Et souvent, les blessures adviennent à la fin d'un entraînement ou la deuxième moitié d'une compétition, deuxième moitié d'entraînement. Oui, intéressant, effectivement. Ça, c'est vrai qu'on l'a pas du tout en tête en général et au niveau des fessiers? Les fessiers, souvent, c'est une mauvaise mécanique de course. Quand vous avez le bassin en antéroversion, automatiquement, vous inhibez les grands fessiers. Au niveau neural, il y a plus de contraction. Donc, vous pouvez avoir des beaux fessiers, des grosses fesses, des belles fesses, mais qu'il y a aucune stimulation neurologique. Donc, ce qui est important, c'est de vraiment ouvrir la hanche. La mobilité est très importante au niveau de la hanche en extension active. Donc, plus vous allez faire, de la mobilité, plus vous allez être capable de vous servir de vos fessiers et de vos ischios parce que les ischios sont assistants aux fessiers et le fessier, c'est un muscle d'accélérateur, c'est lui qui vous propelle vers l'avant. Donc si vous avez l'articulation de la hanche est très fermée, en plus que ça, votre bassin est antéroversion, mais là, vous avez pas d'accélérateur et votre mécanique de course va être plutôt en mouvement vertical au lieu de mouvement horizontal. Et encore, je montre beaucoup d'exercices, de mobilité dans mon livre. Ouais, donc faut vraiment arriver à combiner et renforcement et mobilité, donc pour, tous ces groupes musculaires, quoi. C'est pas, enfin, ça se complète, en fait. Puis moi, je dis toujours, votre routine de musculation, c'est pas vraiment une routine de musculation, c'est une routine de renforcement spécifique au trail qui est des exercices spécifiques, mais aussi de la mobilité. Et quand je parle d'élasticité, c'est pas nécessairement renforcement, mais c'est plutôt, d'exercices dynamiques qui vous permet d'avoir plus d'aisément dans vos mouvements, plus d'endurance, plus de force, mais aussi plus de watts. Fait qu'il y a beaucoup de c'est vraiment multidimensionnel quand vous pensez à faire un renforcement spécifique pour le trail. Effectivement, et comment est-ce qu'on peut l'intégrer? Alors tu as parlé, par exemple, de 3 fois par semaine, 30 minutes, mais comment est-ce qu'on peut intégrer ça déjà en termes de volume, mais aussi par rapport à des séances de trail qu'on mettrait? Est-ce qu'il faut intégrer le renforcement juste avant, juste après? Plutôt le mettre une journée où on court pas? Enfin, comment est-ce qu'on peut organiser ça? Mais tout dépendant de votre, stimuli, tout dépendant de votre énergie, tu sais, ça dépend des gens. Si ça fait longtemps que vous courez, moi, je dis toujours que quand vous faites une petite sortie, c'est bien de faire
de faire votre session après l'entraînement parce qu'après un entraînement, c'est là qu'on a moins de mobilité, c'est là que les muscles sont plus fatigués. Donc en faisant, votre routine après l'entraînement, vous allez solliciter des muscles qui ne sont pas sollicités durant l'entraînement. Vous allez gagner en résistance de fatigue et vous allez, par exemple, régénérer, du collagène dans vos tendons qui vont devenir plus rigides parce qu'on les affaiblit durant, un entraînement. Si vous débutez l'entraînement, ce que je vous conseille, c'est d'alterner une journée, vous courez, une journée, vous faites le renforcement et encore, le renforcement est pas très long. Donc si même une routine, si vous prenez des exercices dans mon livre, une routine de 30-40 minutes, vous n'avez pas besoin d'une journée pour récupérer. Donc vous pouvez faire une journée de trail et une journée de renforcement et le renforcement, c'est important. C'est pas le nombre d'exercices que vous faites encore, c'est la cohérence. Fait que moi, je dirais, 3 fois par semaine minimum. Même moi, ça fait des décennies que je m'entraîne, puis, mes routines, même si j'ai pas le goût de les faire, j'ai fait. Souvent, c'est tu sais, je passe, 4 heures par semaine à faire mes routines de renforcement, mais la réalité, c'est que je veux vraiment pas me blesser, puis je fais beaucoup de sport. Puis c'est une bonne façon aussi de j'appelle ça d'abord une architecture solide. Comme ça, ça nous permet d'avoir plus de watts, ça nous permet d'avoir plus de résistance à la fatigue et de diminuer nos risques, de blessures. Ouais, ça a que des avantages, en fait. Il faut juste, l'intégrer et puis, le prendre, c'est vraiment la base. Et est-ce qu'il faut privilégier un certain travail au niveau force où il va falloir quand même mettre pas mal de poids? Ou plus être sur de l'endurance musculaire où on répète pas mal les choses? Est-ce que ça vient compléter, certains exercices ou comment enfin, Mais au quelle est la niveau bonne solution, on va si dire? on regarde au niveau physiologie, quel est l'objectif de faire des routines? C'est d'augmenter la force et les watts. Donc, on veut que le muscle, l'effet musculaire soit un peu plus gros, un peu plus dense et la raison, c'est qu'on puisse stocker plus de glycogène, on peut avoir plus d'énergie pour la durée et pour les intensités. Les intensités, c'est les montées et les descentes. Donc, on ne fait pas nos routines de renforcement pour augmenter l'endurance, mais plus vous allez faire une routine de renforcement, plus votre routine de renforcement va être longue, plus on augmente la force pour la distance. Donc, il y a des bénéfices à tous les niveaux, mais ce qu'on veut, c'est que moi, je dis toujours, surtout avec les exercices, pour que pour que tout le monde comprenne aussi ici, si vous regardez les exercices dans mon livre, heu, plusieurs des exercices, je vous dis de faire de 10 à 12 à 15 répétitions mais que les dernières 2 à 3 répétitions, soient difficiles. Mais vous êtes capable d'enchaîner 2 séries et ce qu'on veut, c'est de passer d'un exercice après l'autre. Comme ça, on augmente aussi l'oxygénation et ça, c'est bon pour l'endurance. Donc, à la fin de votre 30 minutes, vous avez les pulsations qui montent, vous suivez un peu, vous avez de la sueur, donc vous augmentez aussi au niveau fitness. C'est pas là de l'haltérophilie et c'est pas, lever des poids super lourds comme, on peut vous dire que vous attendez 2-3 minutes entre chaque exercice. Donc, il y a beaucoup de bénéfices au niveau musculaire et cardiovasculaire à faire une routine, d'enchaînement d'exercices sans arrêter. Avec tous ces bénéfices-là, si, on avait des femmes pas convaincues, là, elles vont l'être. Vraiment, faites-le, renforcez-vous. Et est-ce que tu as, pour terminer sur le sujet du renforcement musculaire, est-ce que, tu peux nous citer, je sais pas, 3 de tes exercices, favoris? Sachant qu'évidemment, il y en a plein dans le livre et que tu vas pas tous nous les citer, mais Ouais. Mais moi, ce que j'aime bien, c'est des ex en général, c'est des exercices dynamiques. Comme par exemple, sauter à la corde. Vous renforcez vos tendons, on renforce les quadriceps et les mollets pour la force excentrique. Ça, c'est la descente, parce qu'on fait des petits sauts rapides. C'est bon pour la mécanique de course parce que heu, les genoux restent, très souples. Il y a pas beaucoup de flexion. C'est bon pour les abdominaux, c'est bon pour le dos, c'est bon pour la posture et en plus de ça, le rythme cardiaque monte très rapidement quand on fait de la corde, à sauter. Donc c'est pas, les gens pensent que c'est un exercice de cardio, mais si on fait ça nu-pied pendant 2-3-4-5 minutes, après ça, vous montez ça à 6-7-8 minutes, c'est bon pour la motricité du pied, c'est bon pour la force du bas de la jambe. Fait que ça, c'est un des exercices que j'adore. L'autre chose aussi, c'est des sauts rapides comme vous êtes sur place et vous faites 3 sauts de fil, mais chaque saut est un peu plus rapide. Donc ça, c'est bon pour la poussée. Ça, c'est bon pour la trip extension. C'est bon pour engager, la chaîne postérieure, donc les fessiers, les ischios
et le bas de la jambe et la motricité du pied. Et l'autre exercice que j'aime beaucoup, c'est que vous vous mettez en fente, puis vous changez très rapidement en fente devant, derrière. Et ça renforce les quadriceps. Comme pour les descendre, vos genoux sont fléchis. Et à chaque fois que vous touchez le sol, c'est comme mettre les freins. Parce que descendre en courant, c'est comme à chaque fois que vous touchez le sol, vous mettez les freins. Donc ça prépare vraiment, ça surcharge les quadriceps et ça renforce le tendon rotulien et ça vous donne énormément, d'énergie pour après ça des descentes de 200, 500, 600, 1000 mètres, sans vous blesser. Parce que la Ouais, ça réalité semble parfait ça. parce que ce qu'il faut pas oublier, c'est que ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut simuler qu'est-ce qui est difficile entre elles? Et l'entraînement, nos routines sont plus difficiles que ce qu'on fait entre elles. Comme ça, après ça, on fait des montées, on fait des descentes, mais votre cerveau et vos muscles se disent: «Là, on a déjà fait ça en entraînement, on est prêt. On a déjà été stimulé à ce niveau-là». Donc il faut une logique à si vous faites juste des petits mouvements, assis qui sont pas stimulants, qui sont très faciles, ça vous donnera pas de la spécificité pour le trail. Ouais, bien sûr, il faut avoir en tête, l'objectif final et du coup, les exercices sont adaptés à ça, quoi. Et tu nous as parlé au début de l'importance aussi de la récupération. Est-ce que tu peux nous en parler davantage, de la récupération, et de son importance dans la prévention des blessures? Mais la récupération, c'est très important parce que s'entraîner, ça nous détruit. La récupération, on récupère et on revient plus fort. Donc, des stratégies d'entraînement, c'est pas uniquement juste dormir et bien manger. Plus vous allez avoir de meilleures stratégies d'entraînement, de récupération, plus vite vous allez récupérer. Donc, il y a un métabolisme à la récupération. Donc, par exemple, si vous entraînez 4 fois par semaine, vous entraînez entre 1 heure et 2 heures 4 fois par semaine, c'est très important après l'entraînement, entre 30 et 40 minutes de l'entraînement, de manger un petit repas, 40 de glucides, 40 de protéines et 20 de gras. La raison pour ça, c'est que pour bien récupérer, on a besoin d'énergie et ça, c'est des glucides et on a besoin de protéines pour réparer tous les tissus. Donc c'est pas uniquement au niveau des muscles, c'est au niveau cellulaire et c'est au niveau immunitaire. Donc plus vite que vous mangez quelque chose de bien, mais pas de gros, de tout, plus vite vous allez récupérer par heure. Parce que comment ça fonctionne, c'est qu'on récupère beaucoup plus la première heure si vous avez des bonnes stratégies de récupération. Par exemple, 40 est fait dans la première heure et après ça, c'est, entre 8 et 12 par heure, tout dépendant de vos capacités de stratégie de récupération. Donc, ce qu'on veut, c'est que le lendemain matin, être récupéré. Si vous avez des mauvaises stratégies, souvent, les effets secondaires, c'est que vous allez avoir des tensions, des douleurs le lendemain matin, vous allez être fatigué et ça, c'est des symptômes de mauvaise stratégie de récupération et je trouve qu'on n'en parle pas assez. Donc, quand vous mangez, avant, pendant, après, et ce que vous mangez le soir, comment vous vous hydratez, même chose. Moi, je suggère beaucoup le soir, de boire beaucoup d'eau parce que ça va accélérer votre digestion, de ne pas manger après une certaine heure. Comme ça, la digestion peut terminer en fin de soirée. Mangez pas vers 21 heures ou 22 heures du chocolat et après ça, vous pouvez bien récupérer durant la nuit. Si vous mangez toujours et vous mangez tard et vous prenez des snacks au fur de la journée, c'est comme toujours laisser votre, ordinateur, branché. À un moment donné, la batterie va mourir. Donc ça fait partie de la récupération aussi, c'est d'arrêter la digestion après une certaine heure. Manger plus tôt et vous mangez le lendemain matin. Et même chose durant la journée, c'est de manger des repas qui sont très qui a des bons nutriments, c'est des bons aliments et essayez pas de manger entre si vous devez manger entre les repas, c'est que vos repas sont pas bien équilibrés. Et la récupération aussi, je vais vous donner des petits conseils, c'est par exemple, ça faire de la mobilité, ça vous aide beaucoup, mais tout de suite après l'entraînement, sautez dans la douche et mettez de l'eau très froide sur vos jambes. Ça va augmenter la circulation et ça va éliminer les toxines. Et c'est dur au début, mais même 20 secondes d'eau froide sur les jambes, premièrement, c'est beaucoup mieux que de la glace et deuxièmement, c'est gratuit et troisièmement, ça fait tellement de bien et jour après jour, vous allez sentir et ça, c'est une bonne façon de prévenir les blessures et c'est une bonne façon aussi de réduire,
les micro-liaisons au niveau musculaire, qui peut être très douloureux avec le temps. Vous allez avoir des déchirures et c'est à ce moment-là que ça vous, empêche d'aller courir sans douleur. Bah, ça fait pas mal de petits conseils à appliquer qui sont finalement pas très compliqués à mettre en œuvre, mais qu'il faut faire, quoi. Et est-ce qu'il y a un moyen, en fait, de savoir comment est-ce qu'on arrive à vraiment équilibrer, tu vois, la charge d'entraînement qu'on a et la récupération pour éviter, des blessures ou même un surmenage, Est-ce qu'il y a des signes un peu, en fait, à prendre en compte? Oui, comme je disais, si vous avez des douleurs quand vous vous réveillez le matin ou vous dormez pas bien durant la nuit, ou vous êtes fatigué, ou vous avez faim avant de partir pour vous entraîner, ça, c'est tous des signes qu'il y a un déséquilibre entre la récupération et vos entraînements. Soit vous avez pas de bonne stratégie de récupération ou que c'est les 2. Vous faites, trop de quelque chose à l'entraînement, vous avez pas assez de journées de récupération ou c'est pas juste une journée de ne pas courir. Récupération, c'est ce que vous faites même les journées que vous courez comme j'expliquais. Donc, c'est de vraiment écouter votre corps et de voir qu'est-ce que j'ai changé cette semaine? Pourquoi j'ai mal? Pourquoi je suis fatiguée? Est-ce que c'est parce que vous faites maintenant une sortie beaucoup plus longue, mais au lieu d'1 heure et demie, vous avez passé d'1 heure et demie à 2 heures, donc vous auriez dû passer 90 minutes à 1 heure 40, par exemple. Donc, c'est de regarder qu'est-ce que j'ai changé ou qu'est-ce que je fais pas. Ouais, et du coup, de réajuster en y allant peut-être plus progressivement si on a changé quelque chose, trop rapidement, quoi, c'est ça? Ouais, puis quand ça survient, c'est parce qu'il y a eu un pic en quelque part. C'est ça que je dis toujours aux gens: «Trouvez votre pic». Est-ce que c'est vous avez coupé un aliment, vous avez changé votre nutrition, vous avez changé vos souliers, vous faites, des entraînements intervalles, vous en avez passé avant, vous entraîniez 3 fois par semaine, maintenant vous entraînez 5 fois par semaine. Ça, c'est tout des pics qui peuvent, solliciter des blessures de surmenage, de surutilisation ou au début de l'été, faire des descentes de 1000 mètres avant de commencer à faire des montées, des descentes de 200 mètres. Ça, on le voit beaucoup, hein. Le trailer enthousiaste à l'idée de retour des cours. Il y a plus de neige, OK, on monte et on descend. Ouais, ça, c'est bien douloureux. Et si tu ben, pour finir, si tu devais donner, un seul conseil à une traileuse pour éviter les blessures, qu'est-ce que ce serait? Ben, un seul conseil, ça serait de s'écouter, mais d'avoir des intentions aussi. Fait qu'un seul conseil, j'en mets 2 3 dans un seul conseil comme maintenant. Tu as le droit. Ouais, comme là, c'est un bon moment, tu sais. Prenez un papier et un crayon et écrivez ça. Pourquoi vous entraînez? C'est quoi vos intentions? Où vous en êtes en ce moment, où vous voulez être. Donc ça, c'est vos intentions. Mais là, que dois-je faire pour y arriver? Donc, vous décidez pas du jour au lendemain à courir 3 4 fois par semaine et de faire des routines de renforcement, 3-4 fois par semaine parce que Chloé m'a dit d'en faire 3 4 fois par semaine. C'est plutôt où dois-je débuter? Qu'est-ce que je fais déjà? Que dois-je éliminer? Et de faire une liste de vos douleurs, de vos sensations et de trouver une réponse. Regardez vos pics. Donc, puis là, c'est comme ça que vous allez continuer l'entraînement en écoutant votre corps. Donc, s'écouter et apprendre à se connaître. Comme moi, je peux aller m'entraîner sans regarder ma montre et je sais exactement où j'en suis. Tu sais, des fois, je commence à penser, mais là, je commence à ralentir sans m'en rendre compte. Fait que là, je sais automatiquement que je devrais travailler à une intensité plus élevée. Donc, c'est vraiment écouter le corps, investissez-vous. C'est de s'investir à 100% quand vous sortez pour une course. Focalisez sur votre bonne mécanique, écoutez vos sensations et c'est de la qualité. Ça, c'est le plus important. C'est un beau message. Et où est-ce qu'on peut, te suivre ou même, tu disais qu'on peut aussi faire des séances avec toi, des stages. Est-ce que tu peux nous rappeler, où est-ce qu'on peut te trouver? Mais premièrement, la meilleure façon, c'est sur Instagram. J'ai 3 Instagram. J'ai Chloé Lantier. J'ai aussi Chamonix Academy. Academy, c'est écrit en anglais, donc c'est un Y, Chamonix Academy. Et j'ai le Chamonix Run Fest parce qu'à chaque année, j'offre le Chamonix Mountain Running Festival qui est génial. Heu, vous pouvez aussi m'envoyer des questions. Si vous passez par Chamonix, comme là en ce moment, à chaque mardi matin de 6h15 à 7h15 le matin, je fais des entraînements, mais c'est des entraînements de qualité, donc vous apprenez beaucoup. Je donne du 1 à 1, je vous donne des conseils au niveau de la mécanique.
C'est un entraînement, plus d'intensité, mais pas trop intense et tout le monde travaille à sa propre intensité. Donc on a des élites, on a des débutants, on a tout, puis on n'est pas là, on est là pour se soutenir et l'été de mai à juin, je fais des entraînements verticals au planar. C'est des montées des intervalles de montée et de descente, puis on finit toujours les entraînements avec une séance d'exercice dynamique. Donc c'est une bonne façon aussi d'apprendre quoi faire après l'entraînement, donc votre petite routine. Puis on fait ou également des exercices de mobilité et ça, vous pouvez trouver ça sur mes 2 sites web et je les mets également sur mes réseaux sociaux. Et je mettrai aussi les liens du coup dans la description de l'épisode. Ça donne envie, moi je te suis sur Instagram et à chaque fois je me dis: «Ah j'aimerais bien être à Chamonix. Un jour j'y arriverai à être là, dans le bon timing pour Ouais, tester mais ça». c'est agréable aussi, moi je dis toujours, c'est agréable d'être sur le terrain. Comme il y a très longtemps, j'ai pris mon niveau international de coaching au Canada, c'est très strict, hein, c'est 5 ans, juste pour avoir, le coaching niveau national. Mais j'ai beaucoup appris, en travaillant avec des coachs expérimentés et c'est ça que j'essaie de donner. Maintenant, j'essaie de donner mon temps pour que les gens puissent apprendre de mon expérience, de mes notions, ce que vous apprenez pas quand vous entraînez seul. Donc, pour ça aussi que je vous dis, si vous pouvez, si vous avez un club de course sur route, dans votre communauté, c'est bien d'aller courir avec eux une fois par semaine, surtout si c'est un coach professionnel qui se connaît bien. Vous allez apprendre, des conseils pour, heu, pour faciliter vos mouvements et optimiser votre mécanique de course. Ouais et bah, super, démarche en tout cas, c'est vrai que c'est top de partager ça avec, bah, avec les coureurs, qui passent à Chamonix. Bah, merci beaucoup vraiment Chloé, pour cet épisode. C'était intéressant d'avoir, ton point de vue. J'espère que ça aura encouragé toutes les coureuses, traileuses qui nous suivent et les trailers et coureurs à, se mettre, au renforcement musculaire, à faire attention à leur récupération et donc à courir sans blessure. Merci et à bientôt pour de nouvelles interviews. Merci beaucoup. Bonne journée.